commencer, hein. Donc, bienvenue à cette soirée. Alors, comme d'habitude, je vous présente le programme et l'équipe. Donc, pour l'équipe, Fred n'est pas aux manettes techniques ce soir parce qu'il nous a fait faux bond. Donc, du coup, c'est Igor qui gère les opérations techniques et Cécile qui sera ce soir à la gestion des questions. Mais elle est toujours là pour la communication, pour la mise en ligne des webinaires, pour la mise en ligne des conférences, etc. Et je suis toujours à l'ingénierie pédagogique. Alors, le programme de ce soir est assez chargé. Je vais essayer de faire léger, mais le sujet est très, très vaste. D'abord, donc, l'accueil et présentation de l'équipe, ça c'est fait. D'abord, on verra ce qu'on peut entendre comme, ce qu'on peut considérer comme finalité, les enjeux de l'accompagnement des équipes. Parce qu'en fait, la régulation va forcément s'inscrire dans un accompagnement plus large des équipes. Et l'enjeu, un des enjeux principaux, c'est bien sûr de générer de la coopération. Et on va voir que pour qu'il y ait de la coopération, il faut deux choses, de la cohérence de fonctionnement et de la cohésion d'équipe. Et souvent, les managers ne sont pas très au clair. Et notamment, quand on demande à un coach de venir faire de la cohésion d'équipe, eh ben, la personne qui demande ça n'est pas toujours très au clair sur ce qu'il convient de mettre en œuvre. En troisième point, nous verrons donc les deux niveaux de vie d'un groupe, hein, le groupe qu'on va appeler le groupe de travail et le groupe de base, qui sont deux réalités de groupe qui sont assez méconnues. Donc, je vais juste vous rappeler ces éléments-là. Ensuite, nous verrons, comme je vous l'ai dit, que pour qu'il y ait coopération, il faut cohérence et cohésion d'équipe. La cohérence de fonctionnement de l'équipe, je l'ai mis entre parenthèses, c'est-à-dire que je ne le développerai pas ce soir parce qu'il me faudrait plus que 3/4 d'heure pour le faire. Après quoi, je vous parlerai de 6 niveaux de régulation en équipe qui proposent des processus très différents et qui vont du moins impliquant émotionnellement au plus impliquant émotionnellement. On verra que finalement, toute la régulation vise essentiellement à passer d'un désaccord à la prise de conscience qu'il s'agit souvent de malentendus et de malentendus au compromis constructif à minima. Et puis, on parlera en dernier point de la confiance en équipe qui va être un fruit naturel justement d'une régulation bien gérée. Puis enfin, conclusion, annonce et clôture, comme d'habitude. Alors, donc, grosso modo, deux parties hein, dans cette petite conférence ou ce webinaire, quelques apports théoriques dans un premier temps, et puis vos questions. Je vous invite, dès que vous avez une question, à la saisir sur votre clavier, de telle sorte que par anticipation, Cécile puisse les lire et puis les trier pour ensuite pouvoir me les proposer. Alors, les enjeux de l'accompagnement d'équipe, si vous voulez, génériquement, on peut dire que l'enjeu d'accompagner un groupe de personnes, c'est en fait l'aider à atteindre les finalités que l'équipe elle-même se fixe. Quand je dis que c'est l'équipe elle-même qui se les fixe, c'est pas toujours vrai. Parfois, c'est moyennant un mandat qu'ils ont reçu d'une entreprise, mais en tout cas, c'est du pareil au même. Hein. Donc, l'objectif général, c'est de permettre à l'équipe d'atteindre les objectifs qu'elle se fixe. Et du coup, on va le faire autour de 3 points. Le premier point, c'est le développement des finalités et de la conscience qu'en ont les acteurs. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la notion de finalité? C'est quel est le sens de notre action, quelles sont les missions et les objectifs que nous nous donnons et comment on les décline pour les distribuer par équipe, pour les distribuer individuellement. Et en fait, le contexte, que ce soit le contexte actuel avec le déconfinement ou avant le confinement, et d'une façon générale avec la complexification de la vie économique, en fait, éclairer les finalités, c'est devenu délicat. Et parfois, les équipes disent, mais on ne sait même pas pourquoi on fait ça. On ne se pose plus les bonnes questions, etc. Donc, soutenir une équipe, c'est lui permettre de développer ses finalités et la conscience que les acteurs ont de cette finalité. Le deuxième point, il va s'agir de développer la reconnaissance mutuelle et interpersonnelle. C'est absolument essentiel. En fait, le besoin de reconnaissance après le besoin de stimulation est le second. Dans l'existence, nous avons besoin d'être stimulés par de la conversation ou par le fait d'être touché. Un bébé a besoin d'être touché pour grandir physiquement. Et donc, notre premier besoin, c'est un besoin de stimulation, mais le deuxième besoin, ça va être un besoin de reconnaissance. Le troisième étant un besoin de structuration. Et donc, dans la reconnaissance mutuelle, on a tendance à l'oublier dans l'entreprise, mais l'entreprise, elle est aussi faite pour créer un espace de reconnaissance mutuelle. Et donc là, il va s'agir d'aider le groupe ou les équipes
à développer une économie saine des signes de reconnaissance, qu'on appelle en anglais les strokes. To stroke, ça veut dire caresser. Donc, comment nous nous donnons des caresses ou des coups, créer les conditions de telle sorte qu'on puisse possiblement satisfaire nos besoins relationnels et, à minima, apprendre à communiquer positivement. Ce qui est souvent le lieu où c'est le parent pauvre. Tout le monde croit qu'il sait communiquer, mais dès qu'il y a des enjeux individuels ou collectifs, ben, la communication devient une zone très, très glissante et les gens sont pauvres dans leur manière de varier leur communication. Et puis le troisième point, il s'agit de créer les conditions pour que effectivement le collectif puisse se mettre en mouvement. Et bien sûr, se mettre en mouvement, ça va forcément exiger qu'on tienne compte du mandat qui est conféré à l'équipe, et puis aussi de la complémentarité des rôles et des acteurs dans l'équipe, de leurs préférences d'atmosphère. Est-ce que je veux qu'on travaille chacun chez soi dans notre bureau, ou au contraire, je veux beaucoup de contacts? Est-ce que je veux beaucoup de structure et qu'on me dise vraiment ce que j'ai à faire, ou au contraire, je veux beaucoup de liberté? Et est-ce que je veux qu'on puisse partager ce qu'on ressent, être très proche de nos aspirations, etc. Tout ça sont des éléments qui sont à prendre en considération lorsque on veut mettre en mouvement les acteurs d'une équipe. Encore une fois, l'enjeu est de rendre efficace l'équipe, c'est-à-dire générer de la coopération. Or, pour générer de la coopération, il faut deux choses. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait de la cohérence de fonctionnement dans l'équipe, et la deuxième, qu'il y ait de la cohésion entre les acteurs. La cohérence de fonctionnement, c'est, je vais vous donner un exemple, est-ce qu'on sait qui est le chef? Est-ce qu'on sait qui appartient à l'équipe? Est-ce qu'on sait quels sont les éléments constitutifs du mandat conféré à l'équipe? Est-ce qu'on sait ces choses-là? Si on ne sait pas pourquoi on est réunis, eh bien, il y a un déficit de cohérence de fonctionnement. Et donc, je vais les passer très très rapidement, enfin je ne les approfondirai pas, mais globalement, quand on accompagne une équipe, un des points essentiels, ça va être justement de regarder 10 aspects de cohérence. Cette modalité est très mal formalisée en entreprise, même si de fait elle est assez intuitive. Et les gens vont peu ou prou trouver à dire mais je dois faire quoi? C'est quoi mon rôle? Est-ce que je suis pas en train de marcher sur les pieds de quelqu'un d'autre, etc. Et puis, un deuxième point qui n'est pas du tout connu, ou très très peu connu, c'est la notion de mise en œuvre d'un contrat de coopération et qui relève de la cohérence de fonctionnement. Ça a été beaucoup développé par un type qui s'appelle Olivier Zara et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le management de l'intelligence collective et où il dit, nous avons tous des contrats de travail où, j'allais dire, on nous donne une fonction et un job, une mission à faire, et donc on est payé en regard de cette mission. Simplement, nous n'avons pas de contrat collectif, ce qu'on pourrait appeler un contrat de coopération. Le contrat de travail est un contrat individuel. Et en fait, ce pourquoi Olivier Zara plaide, en faveur de quoi il plaide, c'est justement à l'établissement d'un contrat de coopération dans l'entreprise au moment même où on signe notre contrat de travail. Et puis, pour la cohésion entre les acteurs, l'idée, c'est effectivement de mettre en mouvement les acteurs. Alors, c'est une modalité dans l'entreprise qui est surinvestie. Allez, on va lancer un nouveau projet, et puis un autre projet, et puis un autre projet. Et donc, les acteurs sont en permanence en train de bouger, d'agir, mais ils n'ont pas suffisamment d'espace pour réguler leurs désaccords. Le terme de réguler fait référence à la mécanique des fluides. Et l'enjeu de la régulation, c'est que le flot du liquide soit constant. Autrement dit, le flot de la production, quand on considère une entreprise, soit constant. Et en fait, il y a tout un apprentissage à faire et la modalité est très très mal utilisée. En fait. Alors, deuxième point que je voudrais aborder, c'est les différents niveaux du groupe. Si vous voulez, dans un groupe, il y a toujours deux niveaux. Il y a un niveau qu'on va appeler opérationnel, ce qu'on appellera le groupe de travail. Et puis en dessous, de façon très consciente ou inconsciente, d'une façon générale subconsciente, ce qu'on va appeler le groupe de base. Alors, il se trouve que le groupe de travail est souvent constitué d'un contenu. C'est la partie formelle et visible d'une équipe. Vous devez faire quoi? Dans quel temps? Avec quel budget? Avec quels acteurs, etc. Tout ça, c'est du contenu. Et c'est généralement assez bien formalisé. Ce qui n'est pas bien formalisé, c'est tous les processus interactionnels qu'il faut mettre en œuvre dans l'équipe. Et cette partie-là, elle est particulièrement informelle.
voire même carrément invisible. Et c'est ce qu'on appelle le groupe de base. Or, lorsque vous rejoignez un groupe, s'activent en vous ces deux dimensions-là. Autrement dit, tout groupe est porteur d'une dimension de contenu visible et d'une dimension invisible et informelle qu'on va appeler justement le groupe de base. Celui qui a théorisé ça s'appelle Bion, puisque c'est un anglais, et il a beaucoup réfléchi justement sur la vie des équipes. Et il s'est rendu compte que lorsque les gens ne savent pas quoi faire ensemble, eh bien, ils vont avoir des réactions très archaïques qui partent du groupe de base. Et notamment dans les hôpitaux psychiatriques, si vous voulez, dans un hôpital psychiatrique, le collectif va réagir de façon assez archaïque selon ce qui est régi par le groupe de base. Et c'est une des raisons pour lesquelles on rend actifs les gens, à la limite de faire du raffia, de faire de la peinture, des choses comme ça, pour justement réguler de façon contenue ce qui peut se passer au niveau assez archaïque en dessous. Et donc, le contenu va concerner pour une équipe les buts, la technologie qu'on va utiliser, les structures dans lesquelles la mission va s'inscrire, les ressources dont on dispose, etc. Et en fait, la communication, elle est très consciente. Les acteurs sont très conscients et ils vont parler essentiellement de l'opérationnel. Ça, c'est le groupe de base. Et puis, ce qui va être préconscient ou au moins subconscient, c'est tout ce qui traite de comment nous allons coopérer. Est-ce que j'ai envie de coopérer? Est-ce que le leader a des comportements et des attitudes qui sont modélisants? Est-ce que j'ai envie de ressembler au leader? Quelles sont les normes ou les standards qui régissent en fait notre vie de groupe? C'est-à-dire nos valeurs, nos croyances, nos représentations, nos règles de fonctionnement. Le groupe de base va aussi contenir toutes les émotions qui sont préconscientes, c'est-à-dire les peurs, les tristesses, les colères, éventuellement les aspirations à la joie, et puis les enjeux cachés. On les sent, on les pressent, les enjeux cachés. On se dit, ah, celui-là, il travaille comme ça parce qu'il va être reconnu. Vous voyez, vous connaissez ça par cœur. Et en fait, la communication ici se fait via des messages émotionnels et largement fantasmatiques qui ne sont pas nommés. Et puis, nous avons une partie qui est le rock bottom, on pourrait dire, qui est la partie inconsciente et qui est complètement cachée, ce qu'on va appeler les scripts ou les scénarios de vie des personnes, le lieu des émotions les plus archaïques, de la rage, de l'agressivité, de la terreur de survie. Voilà, toutes ces choses-là, c'est en nous. On ne peut pas prétendre que ça n'est pas en nous. Mais en tout cas, si vous voulez, lorsque nous n'avons rien à faire ensemble et que nous nous trouvons ensemble, eh bien, très rapidement, quand il y a un déficit de contenu formel, eh bien, vont se mettre en place des comportements de dépendance ou de codépendance, des comportements de combat entre clans ou des gens qui vont s'enfuir. Et quand on parle de clan, on peut parler aussi de couplage et d'alliance avec le leader, etc. Et donc, en fait, on se rend compte que tout le travail de régulation vise à créer des soupapes comme une cocotte minute pour que toutes ces émotions, toute cette énergie qui est bien plus puissante que l'énergie consciente, puisse remonter et être canalisée pour justement aider l'équipe à remplir le mandat qui lui a été conféré. Autrement dit, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a une difficulté de contenu, c'est-à-dire lorsque l'équipe ne fonctionne pas, dès lors que vous allez travailler sur la cohérence de fonctionnement, vous allez précisément travailler sur la partie visible de l'iceberg, et dès lors que vous voulez travailler dans la cohésion, vous allez devoir mettre en place des processus de régulation justement pour faciliter la coopération. Or, cette partie étant sous la ligne de flottaison, souvent les gens ne sont pas suffisamment éduqués pour gérer eux-mêmes, si vous voulez ça. Et ils ont souvent besoin d'un professionnel de l'accompagnement qui va précisément, dans un premier temps, les aider à réguler, puis ensuite leur enseigner comment réguler, puis ensuite les superviser dans la façon dont ils régulent, jusqu'à une parfaite autonomie où le professionnel de l'accompagnement, à ce moment-là, se retire de l'équipe parce qu'elle a atteint une maturité suffisante pour gérer justement à la fois les questions de cohérence de fonctionnement et les questions de cohésion d'équipe. Alors, je passe rapidement sur les 10 points de cohérence de fonctionnement parce que sinon je n'aurai pas le temps de parler de ce qui nous occupe ce soir, à savoir la nécessité de réguler. Et je voudrais vous proposer une réflexion
sur est-ce qu'il est nécessaire de réguler. À quel moment dans une équipe on va pouvoir discerner qu'il est nécessaire de réguler. Je vous rappelle que l'enjeu principal, c'est de stimuler l'activité pour générer la coopération et bien sûr la performance. Et donc, la première question que le professionnel de l'accompagnement va se poser, c'est est-ce que l'équipe vit un haut niveau de performance selon quels critères? Et si on considère que effectivement l'équipe vit un haut niveau de performance selon des critères qui sont établis, eh bien ça prouve que l'équipe s'auto-régule. C'est-à-dire que ça se gère naturellement. En fait, s'il y a besoin de régulation, c'est que l'équipe vit quelque chose qui l'empêche de fonctionner au mieux de sa performance. Donc la deuxième question, c'est qu'est-ce qui l'empêche? Et la plupart du temps, il est absolument nécessaire à ce moment-là, puisqu'il y a quelque chose qui l'empêche de s'auto-réguler, il va être nécessaire de passer dans l'explicite. Et donc, la question centrale de la régulation, c'est pas tant la mise en évidence des problèmes relationnels ou des dysfonctionnements interpersonnels que de réfléchir à la façon dont l'équipe elle-même va pouvoir résoudre le problème de façon collective. Et donc, l'enjeu, ça n'est pas que les gens s'entendent bien et s'embrassent sur la bouche. C'est pas ça. L'enjeu, c'est de lever les freins qui, en fait, empêchent le système d'atteindre les finalités qu'ils se sont fixées. Et du coup, troisième point, le professionnel va devoir d'abord valider la pertinence d'une régulation. Et donc, il va falloir poser la question, est-ce que vous considérez que la régulation est nécessaire dans ce contexte? Est-ce qu'elle est utile et à quoi elle va servir in fine? Lorsque les gens se foutent sur la gueule, excusez-moi l'expression, donc quand on est dans un conflit, il va falloir faire de la gestion de conflit en termes de régulation, mais pas de s'arranger pour que les gens s'apprécient. C'est pas possible. Le point suivant en termes de validation de la pertinence de la régulation, c'est de savoir si on est bien d'accord, si tous les acteurs de l'équipe sont bien d'accord sur le fait qu'en travaillant ensemble, ils finiront tôt ou tard par pas être d'accord. C'est-à-dire qu'il y a une idée un peu fusionnelle, si vous voulez, qui sous-entend que il faudrait tout le temps être d'accord. Non, le désaccord n'est pas un problème. Et l'enjeu ici pour le professionnel, c'est de dire est-ce que vous êtes d'accord qu'un tôt ou tard on ne sera pas d'accord? Et est-ce que du coup, la question suivante, est-ce que vous êtes d'accord pour considérer que le désaccord est une richesse? Si vous considérez que le désaccord est un appauvrissement, la régulation va être difficile. Et du coup, est-ce que les acteurs sont conscients qu'ils vont débattre sur le fait qu'ils n'ont pas d'autre choix que de traverser leurs tensions et les dépasser, ou alors d'aller finalement au conflit? Voilà. C'est ce premier point. Y a-t-il nécessité de réguler? Avec ces quelques questions-là, en fait, on s'en sort assez bien. Alors, donnons une définition de la régulation. Qu'est-ce qu'on peut en dire? D'abord, la régulation, c'est une compétence collective qui ne se construit pas tout seul. On ne peut pas apprendre à réguler sans l'autre. Autrement dit, quand on dit vous allez apprendre la régulation en e-learning, moi je rigole parce que c'est pas possible. Il faut être ensemble pour apprendre à sortir de nos désaccords. Et en fait, on va se rendre compte que le terme régulation est en fait un terme valise qui regroupe plusieurs réalités. Ça va de la mise à plat de la représentation jusqu'à la gestion de conflits, et les couleurs ne sont pas anodines. La mise à plat de la représentation, c'est pas trop chaud en matière émotionnelle. Donc je l'ai mis en bleu. Donc c'est plutôt froid en matière émotionnelle. Mais on va se rendre compte que plus on tire sur la droite, plus effectivement l'émotion va être en jeu. Et donc la gestion de conflit, c'est celle qui est la plus impliquante au niveau émotionnel. En fait, l'enjeu de la régulation, c'est de permettre aux acteurs de devenir conscients de ce qui se passe entre eux et à l'intérieur d'eux-mêmes. Et le manager doit le plus souvent apprendre à faire réguler les collègues ou les collaborateurs qu'il a dans son équipe, voire d'un service à l'autre, voire d'équipe à l'autre. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est précisément de vous donner quelques exemples de processus de chacun de ces 6 types de régulation. Alors, commençons par un exemple simple de désaccord qui va pouvoir être mis ou résolu par une mise à plat de représentation. Voilà. L'enjeu de la mise à plat de représentation, c'est de créer un cadre commun comme base de travail.
C'est ça l'enjeu. Autrement dit, chacun des six modalités de régulation ont des enjeux différents. Donc, premier enjeu, créer un cadre commun de représentation. Alors, regardez, vous avez deux personnes qui regardent cette forme par terre. Et donc, depuis leur point de vue, pour l'un, vous comprenez bien que c'est un 6, et pour l'autre, c'est un 9. Or, le problème de la mise à plat de représentation, c'est que les deux ont raison. C'est à la fois un 6 et à la fois un 9, selon qu'on se place d'un côté ou de l'autre. Et donc, le problème majeur, c'est que à cause d'une représentation, soit du 6, soit du 9, les personnes vont dire ma représentation me représente moi-même. C'est-à-dire, je m'identifie au 6 pour la personne de droite et je m'identifie au 9 pour la personne de gauche. Et comme la personne ne fait pas le distinguo entre ce qu'elle pense et ce qu'elle est, eh bien, forcément, le conflit, ou plutôt le déficit de base commune de représentation, fait que on va en arriver aux mains, c'est-à-dire que les personnes vont croire qu'elles s'opposent dans leur identité alors que leur représentation n'est pas commune. Et donc, pour une situation considérée, soit vous considérez qu'il y a un différent à propos de votre représentation, soit vous considérez qu'il y a un affrontement interpersonnel parce que vous n'êtes pas d'accord. Et l'un des points clés de la mise à plat de représentation, c'est de permettre aux personnes de se désidentifier de ce qu'elles croient ou de ce qu'elles considèrent voir comme étant la vérité. Et donc la mise à plat va passer par 6 étapes. La première étape, vous voyez, considérez-vous comme la personne de gauche et considérez le cercle comme son cadre de référence. Son cadre de référence, c'est quelque chose, c'est l'ensemble de ses valeurs, de ses croyances, de ses représentations, etc. Et la première étape pour faire de la mise à plat de représentation, c'est de permettre à chaque acteur du groupe de se désidentifier de son cadre de référence et de constater qu'il est différent de ce qu'il pense. Le deuxième point, c'est effectivement de dire, bah, si moi, mon cadre de référence, eh bien, j'y pense, il est très cohérent, je suis d'accord avec lui, ben, il y a fort à parier que pour l'autre, ben, c'est la même chose. Et donc, il a sa carte du territoire. Et si nous nous identifions à nos cadres de référence et à nos cartes du territoire, ben, si les cartes sont différentes, eh bien, nous allons en venir aux mains. L'étape 3, c'est donc, et ça c'est un effort, c'est de renoncer momentanément à son cadre de référence pour accepter que l'autre nous communique son cadre de référence. Et ayant accueilli le cadre de référence de l'autre, alors l'autre va être plus enclin à effectivement vous écouter dans l'exposé de ce que vous voyez, vous. Un 6 ou un 9, là en l'occurrence, comme j'étais à gauche, c'était le 9. En fait, ce qui se passe, c'est que petit à petit, ayant échangé nos cadres de référence, nous allons progressivement créer un cadre de référence supérieur. Ah oui, les chiffres, selon qu'on les regarde dans un sens et dans un autre, ne veulent pas dire la même chose. Ah oui, d'accord. Et donc émerge progressivement ce cadre de référence-là, qui est en vert ici, qui est en pointillé, mais vous voyez que le rond ou le cercle autour de chaque personne est encore plein. C'est-à-dire, je suis encore très convaincu que le bon cadre de référence, c'est le mien. Et donc l'enjeu, c'est ayant partagé et commencé à élaborer un cadre commun, eh bien nous puissions potentiellement renoncer à notre réalité ancienne pour advenir à une réalité commune. Et du coup, étant partiellement désidentifié de sa perception, eh ben, on va pouvoir obtenir une position méta, une position au-dessus qui permet de dépasser nos perceptions initiales. Et du coup, on va pouvoir créer les bases d'un travail. Ça, c'est la mise à plat de représentation. Deuxième moyen classique de réguler, c'est de rentrer dans un travail de métacommunication. L'enjeu de la métacommunication, c'est de parler de la manière dont on communique et non pas du contenu. Et deuxième aspect, de parler des émotions qu'on ressent lorsque nous communiquons. Alors si je vous dis, j'ai plein de choses à vous dire, écoutez bien, je commence. Là, je ne suis pas en train de vous dire le contenu, je suis en train de vous dire que j'ai des choses à dire. Et donc, si je vous dis, oh, je suis très heureux de vous partager tout ça parce que j'ai passé l'après-midi à faire un beau PowerPoint. Là, je métacommunique. Je vous parle de ce que je ressens à propos de ce que je vais dire.
Et donc, si quelqu'un m'engueule, je peux lui dire, mais pourquoi est-ce que tu m'agresses? Si je fais ça, je vais parler de la façon dont on parle et je vais parler des émotions que je ressens. Donc là, j'ai le sentiment que tu m'agresses et je ne vois pas pourquoi tu y mets tant d'énergie. Vous voyez bien qu'on ne s'intéresse pas au contenu de ce qui est dit, mais à la façon dont on parle et des émotions qui sont ressenties. La plupart du temps, la métacommunication permet aux personnes de sortir des désaccords. C'est extrêmement puissant. Simplement, si nous considérons que l'émotion c'est dangereux, il est logique que dans l'entreprise, eh bien, nous ne le fassions pas. L'enjeu est donc de comprendre que les émotions c'est impliquant, mais que ça n'est pas dangereux. À la limite, si quelqu'un me crie dessus, je peux avoir peur, mais il suffit que je m'éloigne pour que le problème soit résolu. Après, ce qui se passe, c'est que l'émotion que je ressens, je le mentalise ou je la mentalise, et du coup, ça devient un sentiment, et je rumine en me disant, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Le simple fait de métacommuniquer, et ça marche avec les enfants, ça marche dans les couples, ça marche au travail, en équipe, etc. Le simple fait de métacommuniquer va créer une fluidité relationnelle, où nous allons retrouver une fluidité relationnelle. Troisième niveau de régulation, ce qu'on va appeler la régulation relationnelle. Alors vous voyez, là, il y a une petite ambiguïté puisque je reprends le même mot que le terme régulation, qui est un terme générique qui va de la mise à plat de représentation jusqu'à la gestion de conflits. Mais j'ai ajouté le mot relationnel. C'est-à-dire, nous allons essayer de nous mettre d'accord pour créer un contrat pour pouvoir agir ensemble. Et la plupart du temps, lorsque nous n'avons pas de contrat sur la répartition des rôles, etc., sur ce qu'on va faire, la façon dont on va le faire, eh bien, notre efficacité n'est pas au rendez-vous. Et donc, il est urgent de créer des contrats. Et là, il y a plusieurs processus pour créer un contrat. Chacun va dire d'abord, par exemple, voilà ce dont moi je suis responsable dans ma feuille de poste. Qui fait quoi? Il suffit de dire que chacun dise ce qu'il fait et de faire travailler l'autre en disant, avant même que la personne dise ce qu'elle fait, elle dit, à ton avis, c'est quoi son job? Et là, c'est absolument prodigieux parce qu'on va se rendre compte que la représentation que nous avons du travail de l'autre ne correspond pas à la réalité. Mais encore une fois, l'enjeu de la régulation relationnelle, c'est d'arriver à un contrat qui définisse les responsabilités de chacun, la façon dont on va travailler, etc. Alors regardez, dans la régulation relationnelle, je vous propose, parce que les contrats peuvent être très vastes, je vous propose ce petit tableau ou ce petit graphique qui permet de positionner les différentes régulations relationnelles sur deux axes. Est-ce que l'enjeu, c'est vraiment d'obtenir un résultat ou est-ce que l'enjeu, c'est de préserver la relation? Et vous allez voir que les mots sont différents selon que vous placez effectivement le travail de régulation sur ce mapping. Alors là, c'est quelque chose qui est très fréquent en entreprise. L'évitement mutuel, ce qu'on appelle le syndrome de l'évitement amical. Autrement dit, on n'en parle pas du problème qu'éventuellement on a ressenti, soit dans la relation, soit dans la réalisation de la mission. Donc, en fait, l'évitement mutuel ou l'évitement amical est très peu consommateur et peut être relativement efficace quand on se moque du résultat et on se moque de la relation. Donc vous voyez que l'évitement mutuel, il faut l'éviter dès lors que vous voulez soit préserver la qualité de la relation, soit préserver l'atteinte du résultat. Donc, bon. Mais ça arrive souvent en entreprise et souvent ça arrive alors qu'il s'agit d'obtenir un résultat. Donc là, on n'est plus du tout dans la même situation. Et j'allais dire que le fait de ne rien dire, autrement dit rester en silence, fait un bruit épouvantable. L'absence de parole fait un bruit épouvantable. Deuxième point, l'enjeu, c'est précisément d'obtenir le résultat. Alors, si vous êtes le patron, c'est formidable. Vous affirmez votre décision. Et c'est notamment extrêmement important lorsqu'il y a des enjeux de crise ou de choses comme ça où il faut agir vite. Dans ces cas-là, on ne va pas chercher le consensus, voire on ne va pas chercher du tout l'unanimité, on s'en fout. L'action doit être rapide parce qu'il y a un enjeu vital. Suivez mon regard.
Et vous voyez bien que les politiques se tirent dans les pattes dès maintenant pour dire vous n'avez pas eu une action suffisamment rapide alors qu'il y avait des enjeux vitaux avec cette histoire de Covid-19. Donc là, la stratégie consiste quand même à imposer sa solution. Alors bon, ça va faire des déçus, hein, c'est sûr. Alors, juste, je voudrais maintenant parler de l'accommodation. Vous voyez, on va s'arranger, on va essayer de préserver la relation, mais bon, ça ne donnera pas de résultat. Il est évident que la coopération et la collaboration, c'est-à-dire le coin supérieur droit, va permettre à la fois d'obtenir le résultat et de préserver la relation. Et donc bah là, ça exige beaucoup de temps. Et puis, il y a le compromis au milieu. Hein. Le compromis n'est pas une promesse faite à des cons. Hein. C'est un trade-off. Et un compromis n'est pas une compromission non plus. Hein. C'est important de bien faire la différence. Donc, lorsque les partis ont un pouvoir équivalent et ils ont des buts différents, bah, il va falloir faire des compromis. Vous voyez que voilà, c'est le troisième type de graphe ou le troisième type de régulation qui est assez bien explicité par ce graphe. Alors, ça ne vous donne pas tous les détails de comment on s'y prend, mais au moins vous avez une carte du territoire. Point suivant, c'est la confrontation. L'enjeu n'est plus le contrat relationnel, mais c'est d'interrompre des comportements qui sont considérés inadéquats et recréer les conditions pour qu'on puisse travailler ensemble sereinement. En d'autres termes, il faut interrompre des comportements qui sont considérés comme déviants. Le mot déviant est très fort, mais je vais vous prendre un exemple qui est connu de tous, c'est le fait qu'il n'est pas permis de fumer dans les lieux publics. Je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres pays de l'Union européenne, mais en tout cas en France, dans les lieux publics, vous savez qu'il n'est pas permis de fumer. Et donc, lorsque quelqu'un fume, il faut le confronter. Mais un point essentiel, ça va être de confronter par rapport à un cadre de référence commun. Le cadre de référence commun, ça peut être un ensemble de valeurs, ça peut être un ensemble de lois, etc. Et regardez comment l'État s'en tire de façon formidable par rapport à la loi. Il dit nul n'est censé ignorer la loi. C'est formidable, parce que comme ça, l'État s'exonère ou plutôt se protège de celui qui dira vous ne pouvez pas me donner une punition ou un PV parce que je suis allé trop vite, parce qu'en fait je ne savais pas qu'il y avait des limitations de vitesse, ou vous ne pouvez pas me donner une amende parce que je fume dans un lieu public, d'autant que, tout simplement parce que je ne savais pas qu'il y avait une loi qui interdisait de fumer. En fait, l'État dit nul n'est censé ignorer la loi. Donc, on est toujours responsable, à minima, quand on est juste un citoyen, de connaître la loi et on doit s'y conformer. Et donc, l'embêtant, c'est que ce qui se passe très souvent dans le langage commun, c'est qu'on comprend la confrontation comme un règlement de compte à hockey choral. C'est-à-dire, on en vient aux mains en oubliant qu'en fait, il s'agit de souligner en quoi le comportement n'est pas adéquat et il n'est pas adéquat par rapport à un référentiel. Et donc, le point commun, c'est de regarder si nous disposons bien d'un référentiel commun. Donc, s'il n'y a pas de référentiel commun, on ne peut pas confronter. On ne peut pas dire à quelqu'un, je te mets mon poing sur la figure, je te confronte, je te tape parce que je t'aime pas. C'est quoi le référentiel commun? Il faut que nous ayons un ensemble de lois qui régissent nos comportements et qui les définissent comme étant adéquates ou pas. Et c'est la raison pour laquelle, quand on travaille dans une équipe, la première règle ou le premier devoir du professionnel de l'accompagnement, c'est précisément de rappeler les règles qui vont devoir être respectées pendant le travail, justement, de cohésion d'équipe ou de mise en cohérence des conditions de fonctionnement. S'il n'y a pas de référentiel commun, il n'y a pas de possibilité de se confronter. Et donc, le premier devoir de celui qui va confronter va consister à dire, est-ce que tu es au courant qu'il est interdit de fumer? Vous montez dans un autobus et vous voyez quelqu'un qui fume et qui vous dit, et vous lui demandez pas d'arrêter, vous commencez par lui dire, est-ce que tu es au courant que c'est interdit de fumer dans un lieu public? Est-ce que vous êtes au courant? Et là, la personne dit, je t'emmerde. Si vous voulez, qu'est-ce qu'il fait? Il crée en fait un comportement qui empêche toute confrontation. Et dans ces cas-là, la seule loi qui vaille, c'est d'en appeler à quelqu'un qui va imposer
un comportement adéquat, c'est-à-dire qu'il va faire revenir la personne dans un comportement socialement acceptable. Et donc, si la personne ne veut pas, entre guillemets, obtempérer, on en appelle à l'ordre ou au ministre de l'Intérieur pour qu'il fasse respecter l'ordre, c'est-à-dire qu'il fasse respecter le référentiel commun. Une fois qu'on a rappelé la règle, la personne peut dire bah non, je ne savais pas. Eh bien, on va rappeler la règle et lui dire bah, compte tenu de la règle de notre référentiel commun, est-ce que vous pouvez arrêter de fumer? Et donc, si la personne arrête de fumer, bon, bah, ça y est, elle, elle se réintègre dans la vie collective adéquate. De la même manière, celui qui dépasse de 130 km/h sur l'autoroute a un procès verbal, un PV, autrement dit, une contravention. À quoi elle sert cette contravention? Cette contravention, c'est lui dire, comme tu as abîmé le référentiel commun qui est de respecter la vitesse à 130 km/h, eh bien le référentiel commun est abîmé. Comme il est abîmé, il faut le réparer. Et ce à quoi va servir l'argent de la contravention, c'est de réparer et de restaurer donc le référentiel commun. Alors dans une équipe, quel va être entre guillemets le PV? Eh bien, le procès verbal ou la contravention, ce qui va être intéressant, c'est d'élaborer une discussion pour dire si jamais, par exemple, on déprécie ce que dit l'autre, c'est-à-dire on dit vraiment ce qu'on en pense en jugeant, etc. Si on dit il est interdit de juger, eh bien chaque fois qu'on sera surpris à juger, est-ce qu'il faudra qu'on se poignarde en se faisant un harakiri? Non. On pourra dire, on met 1 euro dans la tirelire. Et puis après, ce qu'on fera, c'est qu'on ira boire avec tous les euros qu'on aura gagnés de ces contraventions-là. En fait, dans l'équipe, quand on confronte, le fait qu'il y ait une notion de réparation va finalement raffermir et enrichir la cohésion d'équipe par quelque chose que nous n'aurions pas pu faire ni obtenir si quelqu'un n'avait pas effectivement enfreint le référentiel commun. C'est ça qui est génial. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un ne respecte pas une loi dans une équipe, on peut en faire une occasion de créer quelque chose de supplémentaire qui n'aurait pas existé si la personne n'avait pas enfreint la loi. Donc heureux celui qui enfreint la loi parce qu'il crée un supplément d'âme dans l'équipe. Considéré comme ça, la confrontation devient à la limite non pas une punition ou le fait qu'on n'est pas conforme. La confrontation nous permet de créer quelque chose qui n'existerait pas sinon. Point suivant, c'est la médiation. L'enjeu de la médiation, c'est pas de réintégrer le contrevenant et de créer un supplément d'âme dans l'équipe. L'enjeu, c'est d'interrompre des relations qui sont délétères, c'est-à-dire qui risquent d'abîmer et qui portent atteinte à l'intégrité des personnes, et de parvenir à un accord de séparation. Alors que la confrontation vise fondamentalement à réintégrer toutes les personnes pour maintenir la cohésion d'équipe, en fait, la médiation, l'enjeu, c'est de séparer les personnes parce qu'elles n'arrivent pas à un accord. Donc l'enjeu, c'est de créer un accord de séparation pour empêcher les personnes d'en venir aux mains. Et d'une certaine manière, chacun part de son côté faire ce qu'il a à faire. Il quitte l'équipe. La médiation est souvent vue en fait comme un moyen dans le langage commun, de maintenir les personnes ensemble. Non, la médiation vise précisément à leur permettre de se séparer sans porter atteinte à leur intégrité. Dernier point, c'est la gestion de conflit. La gestion de conflit, les personnes en viennent à se taper dessus. Donc c'est l'opération Casque Bleu de l'ONU où en fait il s'agit l'enjeu de protéger l'intégrité des parties prenantes et donc d'arrêter leur guerre, leur lutte qui sont intestines. Et donc ici, il ne s'agit même pas de les séparer pour qu'il y ait un contrat, ils n'en sont même pas là. Elles sont simplement, l'enjeu c'est d'arrêter qu'elles se battent. On en viendra après à la médiation. Mais dans un premier temps, lorsque les gens se battent, eh bien, nous avons d'une certaine manière ce que on a appelé le devoir d'ingérence. Ce devoir d'ingérence vise en fait à permettre aux personnes de rester en vie parce qu'elles se tapent sur la gueule. Voilà, j'ai presque terminé. Juste quelques points pour récapituler. Finalement, dans ces 6 types de régulation, eh bien, nous nous rendons compte que la plupart du temps, au moins dans les équipes, nous sommes dans une situation où
nous déclarons que nous ne sommes pas d'accord à 75% et que nous sommes à peu près d'accord à 25%. Et on se dit, dans ces conditions, on ne va pas pouvoir travailler. Et donc, le travail, que ce soit de mise à plat de représentation, de métacommunication, de régulation relationnelle et de confrontation, va faire émerger la conscience que ce qui était le désaccord est en fait en grande partie un malentendu. Et donc, si vous regardez bien, ici, il n'y a plus que 12,5% de désaccord, mais c'est épouvantable parce que, alors qu'on avait 25% d'accord, dans cette étape 2, nous n'avons plus que 12,5% d'accord, mais nous avons 75% de malentendus. Cette étape 2 est extrêmement désagréable pour une équipe. Il ne faut surtout pas la lâcher à ce moment-là. Parce que, en continuant progressivement à réguler, nous allons pouvoir transformer le malentendu, le désaccord et l'accord en 75% un accord, 12,5% un désaccord et 12,5% un malentendu. Autrement dit, il y a une transformation fondamentale grâce au continuum de régulation qui va nous permettre de passer de la représentation accord-désaccord à celle de accord-désaccord malentendu, où l'accord est beaucoup plus important que le désaccord, ce qui constitue le plus souvent une surprise pour les membres de l'équipe. Ils disent « Ah ouais, ah je n'avais pas vu ça ». Et donc, on les accompagne dans un premier temps, on les épaule et puis après on leur enseigne comment réguler. Et du coup, je dirais que le continuum de régulation va générer une confiance très forte. Et cette confiance, je vais vous donner une clé qui est très très utile. La confiance, c'est quelque chose de dynamique. Et quand je demande aux gens, mais qu'est-ce que c'est la confiance? Et je leur pose souvent la question, est-ce que tu la donnes ta confiance ou est-ce qu'il faut qu'on la mérite? Rien que ça donne lieu à une mise à plat de représentation extraordinaire et à un partage très riche. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la confiance, elle vient de la mise en cohérence de 4 aspects. 2 aspects visibles, ce que les gens disent et ce que les gens font. Et en anglais, on dit souvent « we have to walk the talk ». Autrement dit, nous devons faire que ce que nous faisons ressemble à ce que nous disons que nous faisons. Et la défiance émerge lorsqu'il n'y a pas de mise en cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Mais ça, c'est la partie visible. En fait, on se rend compte qu'un autre point qui va être très très important, et ça c'est dans les comportements internes et non visibles, c'est qu'il faut créer une cohérence entre ce qui est ressenti et ce qui est pensé par les gens. Et donc l'enjeu de la confiance, c'est qu'il va falloir amener les personnes à les faire dire ce qu'elles pensent, à les faire dire ce qu'elles ressentent, à les faire dire ce qu'elles ont à dire au-delà de ce qu'elles pensent et de ce qu'elles ressentent, et de les amener à faire ou à mettre en cohérence ces différents points, si vous voulez. Et donc, lorsque l'équipe expérimente à temps et à contre-temps, si vous voulez, une cohérence entre ce qui est dit, ce qui est fait, ce qui est ressenti et ce qui est pensé, en fait, les personnes développent un sentiment d'intégrité et sont en capacité de mettre en œuvre les résultats. Et donc, on obtient à ce moment-là une équipe extrêmement performante pour peu qu'elle ait mis en place des conditions de fonctionnement propices et qu'elle ait appris à réguler. Et William Schutz, qui est un théoricien qui a beaucoup réfléchi sur la performance des équipes, disait « Au début, je pensais qu'une bonne équipe ou une équipe performante, c'était une équipe qui avait un bon chef. » Puis, donc là, c'était toute la question du leadership et de la direction des hommes. Et puis, constatant qu'il y avait des équipes qui n'avaient pas des bons chefs, mais qui marchaient bien, il s'est dit « Ah, bah, ça marche bien parce que les buts sont clairs. » Mais en fait, il s'est rendu compte que parfois, il y avait des buts qui n'étaient pas clairs et ça marchait quand même bien. Et puis, il s'est dit, bon, bah, une équipe qui marche bien, c'est une équipe où il n'y a pas trop de conflits. Et il a rencontré des équipes où il y avait beaucoup de conflits et malgré tout, elles restaient performantes. Alors, il s'est dit, mais en fait, ça doit marcher parce que les gens ne sont pas trop différents, ils sont tous un peu pareils. Et donc, les conflits, c'est juste des idées, mais ils sont suffisamment pareils pour ne pas en venir aux mains. Et puis, en fait, ce qu'il s'est rendu compte, et c'est ça sa conclusion, c'est qu'une équipe devient performante à partir du moment où chacun est en capacité de dire ses besoins, de pouvoir exprimer ses peurs et de renoncer à avoir raison a priori. J'aime beaucoup mieux
la phrase en anglais, une équipe performante, c'est une équipe qui va pouvoir exprimer ses besoins, to express our needs, to express our fears and what we are afraid of, et surtout le dernier point, that we are ready to give up our self-righteousness, c'est-à-dire son auto-justification qui nous fait penser qu'on a raison au-delà de tout. Et donc, en fait, en français, on pourrait dire l'équipe va devenir performante quand les gens peuvent dire les besoins, les peurs, et qui renoncent à leur rigidité. Vous voyez, leur rigidité ou avoir raison a priori. Et c'est ça le plus difficile. Et une équipe devient performante quand elle a beaucoup plus développé de la cohésion que de la cohérence. Si vous voulez un bon chef, des buts clairs, pas trop et que les membres soient pas trop différents, ça, ces 3 points relèvent de la cohérence de fonctionnement. Mais dès lors qu'on parle des conflits et qu'on crée un espace pour dire ses peurs, ses besoins et de renoncer à avoir raison a priori, ou de renoncer à son auto-justification et à sa rigidité, ça touche à la cohésion. En d'autres termes, l'équipe est d'autant plus performante qu'elle est cohésive. Voilà, j'ai fini en 50 minutes, donc je suis à peu près dans les temps. Je vous propose maintenant de rentrer dans la phase de questions-réponses en espérant que ce que je vous ai dit n'ait pas été trop complexe à comprendre parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais bon, vous réécouterez le replay. Alors, à vous les questions. Je peux déjà partager une première question de David. Ok, David Maltet, oui. Quel conseil peut-on donner aux managers non coach pour les aider à réguler les émotions, les tensions interpersonnelles liées au déconfinement? Ah, liées au déconfinement. Ah, d'accord. Ça, c'est une. Alors, je peux donner quelques pistes d'ores et déjà, mais on la reprendra après parce que c'est vraiment intéressant. La notion de confinement et de déconfinement, on va appeler ça simplement un événement qui n'est pas prévu. Et tout événement qui n'est pas prévu génère un certain nombre d'émotions. Et l'émotion est un phénomène naturel de poussée d'adrénaline. Et la durée d'une émotion, c'est à peu près 7 secondes. Au bout de 7 secondes, l'émotion, j'allais dire la poussée d'adrénaline, a atteint son pic, mais le cerveau ou le mental s'en est très souvent saisi et on a tendance à mentaliser l'émotion. C'est ce qu'on appelle un sentiment, autrement dit un senti mentalisé. Et donc à partir du moment où le senti ou l'émotion est mentalisée, dans ces cas-là, ça dure beaucoup plus. Et l'essentiel, c'est de créer un espace comme une plage, puisque l'émotion est comme une vague. Et l'enjeu, c'est de ne pas créer des digues pour que l'émotion puisse se dire et s'exprimer. Simplement, le gros problème de l'émotion, c'est que éventuellement les gens en ont peur parce que les émotions, c'est impliquant, mais ça n'est pas dangereux. Et donc, la notion d'implication est associée à la notion de danger. Et donc, l'essentiel, c'est de créer un espace protégé pour que l'émotion puisse se dire sans forcément qu'elle donne lieu à une surcharge de mots par-dessus. Parce que dans ces cas-là, on a tendance à mentaliser. Et souvent, parce que nous avons une tendance un peu fusionnelle, nous pensons que nous devons prendre en charge l'émotion de l'autre. Or non, l'émotion est quelque chose de profondément personnel, en conséquence de quoi le fantasme de pouvoir prendre en charge l'émotion de l'autre est bien un fantasme. Et même si c'est un désir, en fait, c'est un désir qui n'est pas exact. Autrement dit, l'enjeu est de savoir créer des espaces de parole pour que l'émotion puisse se dire sans forcément que chacun dise non, 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 mais tu ne devrais pas ressentir ça ou il faudrait que je te prenne en charge pour t'aider à réguler l'émotion. Non. Donc voilà très rapidement ce qu'on peut dire et ce n'est pas propre au confinement, mais c'est d'autant plus important qu'effectivement, il y a un événement nouveau et d'une façon générale, il y a des cerveaux qui adorent la nouveauté, puis des cerveaux qui n'aiment pas du tout la nouveauté. Et donc, on va plutôt considérer que les cerveaux droits aiment la nouveauté et aiment le stress. C'est des gens qui sont naturellement créatifs. Et les gens qui ont plus une polarité cerveau gauche
n'aiment pas tellement la nouveauté, ils veulent plutôt recharger en mémoire vive ce qu'ils ont déjà appris. Comme ça fait du prêt à agir. Les deux sont indispensables hein, pour fonctionner correctement dans l'existence. Et donc, on a plutôt des préférences cerveau droit ou cerveau gauche. Et il est vrai que le cerveau droit sait un peu mieux gérer l'émotion, alors que le cerveau gauche un peu moins bien. Encore une fois, ce sont des généralisations que je fais, mais là, de façon un peu rapide et lapidaire, ça a permis tout de suite d'expliquer ça aux managers, hein, de bien faire la différence entre émotion et sentiment, de dire vous n'avez pas à prendre en charge l'émotion, parce que c'est quelque chose d'inaliénable et qui appartient à l'autre. Et puis le dernier point, c'est créer un espace de parole pour que chacun puisse dire et accepter de ne pas forcément résoudre l'émotion de l'autre. Parce que ça ne vous appartient pas. Ce qui vous appartient, c'est de créer un espace de partage. Voilà. Alors, j'ai une question de Sébastien qui demande, et le manager dans cette histoire? Alors, le manager, si vous voulez, c'est celui qui a différentes responsabilités. Alors, je vais vous proposer 3 familles de responsabilités. La famille de la responsabilité de cadrage. Donc, il fixe les objectifs, il regarde les décalages, etc. Et toutes ces compétences vont se regrouper dans une identité ou dans un stade de développement particulier qu'on va appeler le responsable donneur d'ordre. Et donc, il doit cadrer, autrement dit, il doit aussi récompenser, etc. Bon. Ça, c'est ses premières tâches. Deuxième famille de compétences, c'est tout ce qui va l'amener à créer la dynamique de l'interaction entre les acteurs et donc la dynamique de régulation. Ces compétences-là, si vous voulez, le professionnel de l'accompagnement, c'est un coach, il sait mettre en œuvre ces différents processus selon les catégories, les 6 catégories de régulation. Mais le manager doit aussi les apprendre. Et ces compétences-là de régulation sont des compétences non pas de donneur d'ordre, mais de responsable ressources. C'est-à-dire qu'au lieu de dire voilà ce qu'il faut que tu fasses, compétence de type donneur d'ordre, il va poser la question de quoi tu as besoin pour réussir. Typiquement, ce sont des compétences de responsable ressources. Et puis, il y a une troisième famille de compétences qui va relever de son leadership et de son rayonnement. C'est-à-dire, est-ce qu'il représente ou il est une surface de transfert de telle sorte que les gens puissent dire bah avec ce type-là, moi, j'arrive à faire sens de mon boulot. Et donc, c'est quelque chose de très puissant. Si vous voulez, on parle de leader charismatique, c'est-à-dire qu'il génère une adhésion autour d'eux pour embarquer les gens, c'est-à-dire il est tuteur de sens. Le grand danger, c'est que ces leaders-là se prennent très vite pour des gourous et j'ajouterais 2 types de compétences complémentaires hein, que j'ai décrites. C'est comment être un responsable de transition, c'est-à-dire je suis le tuteur qui va permettre aux autres de grandir, je suis responsable de transition, j'aide les gens à faire leur transition. Et puis, il y a une autre compétence qui est le responsable compassionnel. Alors, qu'est-ce que c'est être responsable compassionnel? Être responsable compassionnel, c'est d'abord d'avoir une bienveillance infinie pour soi-même, avec une relecture de vie et pour ses propres blessures. Parce que les gens pris dans un collectif font au mieux de ce qu'ils ont comme compétences et au mieux de leur histoire. Et celui qui est responsable tuteur de sens, il développe cette compétence de compassion en ayant un regard extrêmement bienveillant vis-à-vis de l'autre, qui va au-delà de juste lui dire oui c'est bien, non fais un effort, etc. C'est vraiment qui va au-delà de ce que la personne ne s'aime pas. Parce que dans l'entreprise, si vous voulez, quand les équipes ne vont pas bien, c'est que généralement, les membres de l'équipe ont un rapport à elles-mêmes qui est souffrant. Et donc, voilà, ce sont des compétences compassionnelles. Alors, ce qui se passe, c'est que les responsables compassionnels souvent quittent l'entreprise, se mettent à écrire des bouquins
se mettent à prier pour le monde ou font des conférences. Et le responsable tuteur de sens dit voilà les enjeux de l'entreprise, GIs, let's go. Le responsable ressources apprend à dire régulièrement de quoi tu as besoin pour réussir, et le responsable donneur d'ordre, si vous voulez, dit bon ben voilà ce qu'il faut que tu fasses. Et là-dedans, ben, vous avez ces différentes compétences. Donc le manager, il a développé ces différentes postures, sachant que en point d'entrée, il y a des managers qui sont plus donneurs d'ordre, d'autres plus ressources, d'autres plus tuteurs de sens, d'autres plus transition, d'autres plus compassionnels. Et donc j'ai appelé ça le managramme, au même titre qu'on parle d'égogramme en analyse transactionnelle. Eh bien, nous avons tous des postures de managers différents. Et donc j'ai développé dans les bouquins orange que j'ai écrits, justement de ce que c'est que le managramme, et qu'on peut toujours faire par un questionnement son managramme au manager qu'on accompagne. Et donc, je suis plus quoi, quelle est plus ma tendance, quelles sont les compétences qu'il faut que je développe particulièrement dans mon contexte, etc. Voilà. Alors, j'ai ensuite une question de Yaël et Jean-Marc. Comment gérer l'autocensure de l'équipe? Ah, l'autocensure de l'équipe. Alors, l'autocensure, elle peut venir d'un phénomène extérieur ou d'un phénomène intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est le phénomène extérieur? C'est tous les us et coutumes qui ne donnent pas lieu à une explicitation. Et je vais vous donner un exemple. Je travaillais chez un industriel de grande renommée, dont je tairai le nom, mais il fait des pneus. Et cet industriel de grande renommée, je faisais travailler donc une équipe RH, et il y avait ce qu'on appelle des leaders éphémères, c'est-à-dire des fondateurs, monsieur et madame, ou plutôt en l'occurrence c'était plus des messieurs, qui avaient fondé, deux frères qui avaient fondé dans une ville particulière de France l'entreprise, et ils avaient développé un certain nombre de choses qui, à un moment donné comme aujourd'hui, n'étaient plus du tout adéquates. Mais il y avait dans le code génétique de l'entreprise les bons comportements et les mauvais comportements. Et donc, à un moment donné, je remets en cause un comportement en disant, mais est-ce que vous êtes sûr que ce comportement-là, il est adéquat dans le contexte qui nous préoccupe ou qui nous occupe aujourd'hui? Et là, le patron de l'équipe RH m'a dit, Jérôme, tu touches à quelque chose qui n'est pas autorisé. Donc, on va faire comme si tu n'avais pas posé la question. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les contraintes externes, si vous voulez, hein, qui sont très liées à la culture de l'entreprise. Ensuite, il y a des contraintes internes. Les contraintes internes, c'est qu'est-ce que moi je m'autorise. Et là, bah, c'est l'histoire de chacun. Est-ce que je peux dire que je suis fâché, que je suis en colère? Est-ce que je peux dire ça? C'est sûr que quand vous êtes né dans une famille de syndicalistes, dire que vous êtes en colère, ça fait partie de votre code génétique éducatif. Donc, il n'y a aucun problème. Moi, dans ma famille, dire qu'on était en colère, c'était ne pas avoir une bonne maîtrise de soi. Ça n'allait pas. Donc, il est évident que moi, quand j'étais manager ou quand j'étais membre d'une équipe, quand je travaillais en tant que salarié dans des grandes structures, eh bien, j'avais plutôt tendance à ronger mon frein, à ne pas être en colère, à tout mentaliser, à ne jamais dire mes émotions, etc. Quand j'ai découvert les processus de métacom et d'expression de ces émotions, eh ben, là, j'avais un processus, mais j'avais encore de sacrés blocages à l'intérieur de moi. Il n'est pas autorisé de dire sa colère, etc., etc. Donc, vous voyez que, ben, comment on fait? Eh ben, il faut faire à la fois une lecture d'empêchement ou d'opposition externe, et puis une lecture individuelle. Et pour ça, soit ça se fait collectivement et on fait faire un travail individuel collectivement, soit on fait un travail individuel en accompagnement. Mais en tout état de cause, une situation conflictuelle ou une absence de régulation n'est jamais le fruit d'une seule personne, ni que de la structure. Hein. Ça ne se fait pas sans nous. Hein. Voilà. Une question de Marie-Laure. Comment arriver à appliquer un processus de régulation quand il y a des jeux psychologiques qui sont mis en place? Ah oui. Alors, en fait, les jeux psychologiques, je vous rappelle, hein, pour ceux qui ont vu effectivement la conférence sur les relations toxiques et puis le webinaire, les jeux psychologiques sont des tentatives de satisfaire ses propres besoins. Et donc, le jeu psychologique, c'est un pis-aller
les personnes n'ont pas conscience nécessairement qu'elles mettent des jeux psychologiques. Et les vrais joueurs, c'est-à-dire ceux qui veulent absolument rester dans des jeux psychologiques, ne sont pas si nombreux. La plupart du temps, les gens mettent en place des jeux psychologiques parce qu'il y a un déficit de connaissance de soi, un déficit de travail sur soi, et puis un déficit de connaissance de protocole pour justement sortir des jeux. Et c'est la raison pour laquelle disposer d'un tiers, comme un coach professionnel ou un professionnel de l'accompagnement, va être absolument essentiel. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va chercher à calmer le jeu psychologique et à expliquer, soit à expliquer ce qu'est un jeu psychologique d'un point de vue théorique, soit à faire vivre des processus relationnels et émotionnels qui vont dégoupiller, j'allais dire, le sujet. Et donc, une fois que effectivement le jeu psychologique est descendu en intensité, eh bien, nous allons pouvoir effectivement revenir à des choses plus positives. Et dans ces cas-là, on va utiliser notamment un paramètre qui est important, c'est quelle est la façon dont les gens structurent leurs relations. Est-ce qu'ils savent s'échanger des signes de reconnaissance, qu'ils soient positifs ou négatifs? Est-ce qu'ils ont une connaissance de l'économie des signes de reconnaissance? En d'autres termes, on va mettre en place un processus éducatif après avoir mis en place un processus de régulation, notamment de régulation émotionnelle. En d'autres termes, et en une phrase, les jeux psychologiques ne sont qu'un aveu de ne pas savoir comment s'en sortir par le haut. On a le droit de ne pas savoir avant de savoir. Et là, celui qui est le professionnel, il va falloir qu'il développe des croyances importantes en disant ben, moi, je m'aperçois que j'aime les gens et que les gens qui n'y arrivent pas, eh ben, c'est qu'ils n'ont pas été éduqués comme il faut. Ben, on peut apprendre. C'est pas grave. Et comme parfois nous sommes pris dans les jeux psychologiques, c'est pour ça qu'il y a une règle dans la profession des accompagnements ou des accompagnants, c'est toujours d'intervenir à deux. Parce que si vous faites l'objet d'un transfert négatif et que vous êtes vous-même pris dans un jeu psychologique, il faut que quelqu'un vous aide, c'est-à-dire quelqu'un qui garde une certaine neutralité. Et donc, si vous êtes tout seul devant un groupe, ben, vous êtes en danger. Parce que potentiellement, si jamais vous êtes dévalorisé ou délégitimé par le groupe, ben, c'en est terminé. Vous êtes foutu. Autrement dit, vous êtes le fusible ou le plomb qui vient de péter, et du coup, bah, s'il n'y en a pas pour remplacer, c'est-à-dire une autre personne, bah, vous êtes dans le big caca. J'ai une question de Jean-Marc. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir cette cohésion d'équipe dans la durée? Alors, ça c'est très très important. Il faut voir que les équipes ne sont pas éternelles. Il y a un fantasme fusionnel, comme quoi l'équipe, comme une famille, devrait rester en permanence dans la cohésion, en permanence ensemble, travailler à vie. Non, 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 non. Les équipes sont là comme des supports de développement, à la fois de nos compétences, de développement de la richesse aussi, de l'entité pour laquelle on travaille, mais aussi le développement du sens. Et à un moment donné, si ça ne fait plus sens de travailler dans cette équipe, eh bien, il faut avoir le courage de partir. Et donc, la façon dont on maintient la cohésion dans la durée, c'est est-ce que les finalités que nous essayons ou après lesquelles nous courons, est-ce qu'elles font toujours sens pour soi? Et si ça fait plus sens, eh bien, il est important que tu partes et pas forcément que tu restes parce que sinon tu vas pourrir la relation. Et donc, on s'aperçoit que maintenir la cohésion d'équipe, eh bien, ça n'est pas simplement quelque chose d'exogène, mais aussi quelque chose d'endogène qui exige de chacun qu'il puisse faire du sens et devenir responsable, c'est-à-dire capable d'une réponse. En d'autres termes, il s'agit d'aider les gens à grandir. Donc voilà comment on maintient dans la durée, c'est-à-dire en renonçant de la maintenir à tout prix et de regarder pourquoi on n'arrive plus à la maintenir. Peut-être que les finalités sont plus intéressantes, peut-être que c'est plus les bonnes personnes, peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un conflit intrapsychique chez une personne, peut-être qu'il y a un conflit explicite entre deux personnes. Il faudra voir. Mais la cohésion n'est pas une finalité. La finalité, c'est la croissance des compétences, la croissance du sens et la croissance de la richesse. Cette triple croissance-là est ce qui va être l'étoile du berger à laquelle nous allons accrocher notre charrue
de la cohérence et de la cohésion d'équipe. Ok. C'est un moyen, autrement dit. Alors, une question de Igor. Quelles sont les pratiques que nous pouvons mettre en place concrètement et surtout pendant cette période particulière de retour au travail? Oh bah, mise à plat de représentation Métacom, à minima, et à commencer par la Métacom, qui serait, allez, on fait une petite réunion à 8 personnes. Ok, vous allez chacun raconter ce que vous avez vécu pendant ce confinement. Et vous allez notamment expliciter les émotions. Avec une règle, vous n'avez pas le droit de parler sur la parole de l'autre. Et puis ensuite, celui qui anime cette réunion fait ce que moi j'ai appelé un feedback groupal. C'est-à-dire, qu'est-ce que tout ce qui a été partagé individuellement dit de nous? Et donc faire un feedback de quel est le sens ou qui sommes-nous dans notre groupe quand nous avons partagé tout ça. Et vous allez voir que c'est formidable parce que tout d'un coup, on recrée la cohésion par une conscience d'une appartenance à une identité commune qui a été la plupart du temps totalement torpillée par le confinement. Donc il faut recréer un espace de j'appartiens à ce groupe-là. Mais qui est-il? Et donc il faut voir qui il est en fonction de ce que chacun a à apporter comme fleur ou que chacun apporte sa petite étoile. Et le responsable, celui qui va diriger ce travail de métacommunication, d'expression des émotions, d'espace de parole, eh bien, va avoir la responsabilité de créer une constellation. Chacun apporte son étoile et le responsable va devoir dire « Ah, bah regardez, ça ressemble à la grande ours que vous avez dit. » Chacun verra son étoile, donc ce qu'il a dit, dans quelque chose de plus grand. Où chacun vient avec sa petite fleur, même si elle est très fanée, eh ben on va faire un bouquet. Voilà. Donc ça, moi, je commence par ça. Ensuite, le deuxième truc très opérationnel que je proposerais, c'est comment vous avez travaillé? Comment vous êtes resté actif? Et quelle a été votre contribution pour l'atteinte des finalités de votre équipe, de votre entreprise, etc. Ça, c'est super parce que l'être humain a besoin de contribuer. C'est ce qu'on appelle le besoin de contrôle, pas de contrôle pour maîtriser, mais de contrôle, c'est-à-dire de contribuer. Chacun a besoin de contribuer. Et que chacun puisse dire, bah voilà, moi, comment j'ai contribué au maintien du travail pour atteindre les finalités qui sont les nôtres. Et là, le manager se rend compte que les finalités ne sont pas du tout explicitées, etc. Bah, formidable. Juste en posant cette question, comment vous avez contribué à l'atteinte des finalités, vous allez voir qu'il va y avoir des béances ou des no man's land. Ce n'est pas des no man's land, c'est des no words land. C'est-à-dire des espaces où il n'y a pas de mots. Alors, je vous rappelle que le silence fait un boucan épouvantable. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et troisième axe que moi je prendrais, ce serait de dire, finalement, qu'est-ce que vous avez envie de changer dans votre manière de travailler fort de cette expérience de 2 mois confinés? Et quatrième, mettez la main à la pâte pour qu'on imagine comment on pourrait travailler. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut passer un nouveau contrat de processus sur comment nous allons travailler? Je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais persuadé que je ne pouvais pas travailler en distanciel pour faire de la supervision en groupe. Bon, compte tenu de ce que mon chiffre d'affaires a baissé de 66% au mois de mars, de 92% au mois d'avril et de 99% au mois de mai, si vous voulez, il y a un moment donné, il faut quand même se remettre à agir, quoi. Et donc, contraint de ne pas pouvoir faire du présentiel, donc j'ai essayé des trucs. Et j'ai vu que ça m'apportait des choses que je n'imaginais pas, que je n'avais pas anticipé. Et ben, vous savez quoi? Non seulement je vais laisser du présentiel, mais je vais faire aussi du distanciel. Et puis comme ça, il y a plein de gens avec qui je vais pouvoir faire de la supervision qui me disaient ah bah c'est bête, t'as pas ouvert un groupe de supervision à Nantes ou à Cholet ou je sais pas moi dans la Creuse. C'est vrai que là je me dis c'est pas facile, mais là tout d'un coup ça va être du possible. Donc c'est ce que disait Abdenour Bidar et je le soulignais lors du webinaire sur le sens du Covid-19 ou le sens symbolique. Il disait alors que tant de choses me manquent, qu'est-ce qui me manque vraiment? Et on n'est pas à l'abri d'un coup de bol. Le fait d'avoir vécu ce manque crée un supplément d'âme, quelque chose qui n'était pas prévu. Donc voilà, je travaillerai là-dessus.
Alors, une question de Jérémy. Est-ce qu'en tant que membre d'une équipe, il est possible pour moi de communiquer ces stratégies à un patron ou à une équipe où il y a beaucoup de conflits? Alors, ça, c'est le problème du régulateur. Est-ce que le régulateur est légitime? Et vous pouvez être légitime parce que vous avez la compétence sans être légitime parce que vous n'avez pas le statut. C'est très bête. C'est très bête. Mais à un moment donné, je me souviens, j'avais une nièce qui faisait de l'anglais et, et elle faisait des fautes. Et je lui disais, mais c'est pas comme ça que ça se dit en anglais. Et elle se tourne vers son père et elle dit, non, elle me dit à moi, mais t'es pas mon père. Or, son père parle pas un mot d'anglais, à part I love you et pas grand-chose d'autre. Et donc, vous voyez bien que là, j'étais plus légitime que son père pour répondre techniquement, sauf que je n'avais pas la structure de la relation qui m'autorisait à agir. Donc, le fait de connaître ces choses-là génère une très très grande frustration à celui qui appartient à l'équipe et qui, du fait de la structure de la relation, ne peut pas le communiquer aux autres, à moins qu'il passe un contrat. Et la solution, c'est de passer un contrat avec le patron en disant, tu vois, j'ai suivi une formation, ça m'a vachement intéressé, j'aimerais bien te passer les slides. Et puis c'est tout. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, brut de décoffrage, balancer ce que vous savez si vous n'avez pas la légitimité. Et ça, c'est le grand danger. Or, ce qu'il y a, vous connaissez tous cette phrase de l'Évangile qui dit « Nul n'est prophète en son pays ». Moi, je suis un professionnel de la relation, hein, et je fais ça depuis 20 ans. C'est-à-dire, je gagne ma vie à faire ça depuis 20 ans. Ben, vous savez quoi? Quand il y a un problème dans ma famille, on me dit « Avec tout ce que tu sais, c'est tout ce que tu es capable de faire ?» Donc, il y a un problème aussi des enjeux, si vous voulez. Hein. Et donc, nul n'est prophète en son pays, et on dit bien qu'il ne faut pas opérer de l'appendicite quand on est chirurgien, sa fille ou son fils, parce que la structure de la relation a trop d'enjeux. Et donc, ce qui est formidable, c'est quand je vois des gens de ma famille qui achètent des bouquins de coaching et qui n'achètent pas les miens. Ben oui, nul n'est prophète en son pays. C'est comme ça. Et du coup, il faut accepter de faire le deuil de je vais enfin pouvoir apporter quelque chose qui va sauver l'équipe. Et quand bien même vous êtes légitime, imaginons que vous soyez le manager et vous voulez faire ça, et ben le manager, il va se faire renvoyer dans ses 22 en disant hey, je voudrais pas dire, mais ce serait bien que tu exprimes aussi un peu plus tes émotions là. Tu nous dis d'exprimer nos émotions, mais toi tu dis jamais rien. Donc tu n'es pas légitime. Donc vous voyez ce que je veux dire. Dans certains cas, même le manager, il n'est pas légitime. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut que ce soit un tiers extérieur. Et le tiers extérieur va être introduit pour réguler l'équipe. Il va faire ce qu'on appelle une introduction paradoxale. C'est-à-dire, le tiers n'a aucun pouvoir, ni de décision, ni rien de tout ça. Et c'est parce qu'il n'a pas de pouvoir qu'il n'est pas identifié au bras armé du manager et qu'à ce titre, il va obtenir la légitimité de ceux qu'il invite à réguler. Autrement dit, il y a un paradoxe, c'est parce que je n'ai pas de pouvoir que j'en ai, du moment, et ça c'est important, du moment que j'ai un contrat pour le faire. Et donc ça veut dire que le régulateur doit être introduit ou présenté à l'équipe par le patron en disant « J'ai fait appel à Jérôme pour nous aider à réguler et je me soumettrai moi en tant que leader à l'autorité de Jérôme. » Vous voyez bien qu'il y a un paradoxe, je n'ai aucun pouvoir, mais j'ai du pouvoir parce que le patron confère son pouvoir à quelqu'un qui est extérieur. Et donc vous voyez que là, du coup, faire de la régulation, ça devient une procédure assez technique. C'est-à-dire pour rendre efficace la régulation, il faut un certain nombre de conditions. Donc Jérémy, pour répondre à ta question, tu es dans la merde. C'est pas facile d'expliquer à quelqu'un comment faire alors que tu sais faire si tu n'as pas la légitimité de statut ni la légitimité de connaissance, bien que tu aies la légitimité de connaissance. Dommage. De toute façon, il suffit d'avoir des enfants pour vivre ça.
parfaitement. C'est à ça que ça sert les parrains et les marraines. Ça vient faire des trucs que les parents sont pas capables de faire précisément parce que ce sont les parents. Alors qu'à la limite, ils le feraient beaucoup mieux que les parrains et marraines, mais voilà, les parrains et marraines, c'est pas les parents. Voilà. C'est frustrant, mais c'est comme ça que ça marche. Une question de Igor à laquelle tu as répondu, mais peut-être pas en totalité. Quel est l'intérêt de faire appel à un coach pour accompagner ce continuum de régulation? Je viens de le dire, c'est-à-dire la puissance. C'est-à-dire que si on ne fait pas appel à un tiers externe, eh bien celui qui va conduire la régulation, généralement le manager, va être jugé parti. Et si lui, tout d'un coup, il est pris d'une colère, comment il fait pour réguler? Et s'il est pris à partie? Si par exemple le problème à réguler provient précisément de son mode managérial, alors comment il fait? Et donc la puissance est obtenue simplement parce qu'il y a un tiers. Okay. Question de Christophe. Pourquoi les processus de régulation ne sont-ils pas travaillés à l'école? Je réalise qu'elle s'apprend plus sur le tas que sur les bancs de l'école. Bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Ben, en fait, apprendre ces processus-là devient nécessaire à partir d'un certain stade de développement. C'est-à-dire que on va d'abord, quand on constitue une équipe, etc., s'interroger sur des questions de contenu. Alors, on fait quoi? On doit atteindre quels objectifs? Est-ce que chacun a des objectifs individualisés? Est-ce que chacun fait du sens? Est-ce qu'il sait pourquoi il travaille? Toutes ces choses-là. Et puis après, il faut se mettre en relation. Et c'est parce qu'à un moment donné, il y a des problèmes qu'il devient nécessaire de réguler. Je vous le disais tout à l'heure dans l'apport, si l'équipe a un haut degré de performance, c'est qu'elle s'autorégule. Mais il devient nécessaire de les apprendre quand il y a un hic. Et quand on apprend des processus de régulation, on dit oui, mais à quoi ça sert? Parce que moi, je peux te montrer que mon équipe, elle marche très bien sans mettre en place des règles particulièrement sophistiquées, ni parler de ses émotions. Ça marche très bien, oui, jusqu'au jour où ça ne marche plus. Et donc, on n'apprend pas ces processus à l'école parce qu'il y a tellement d'autres choses qui paraissent immédiatement utiles, alors que ça va le devenir à mesure que, justement, les manières de vivre ou le fait de travailler ensemble va se compliquer. Autrement dit, c'est quelque chose qui s'apprend sur le terrain parce qu'il y en a besoin. Alors après, vous pouvez effectivement dire, dans un moteur, il faut deux choses, les rouages et l'huile. Les rouages, c'est ce qui relève de la cohérence de fonctionnement. L'huile, c'est ce qui relève de la cohésion d'équipe et de la régulation. Voilà. Donc ici, effectivement, on peut l'apprendre, mais peut-être c'est trop tôt à l'école de l'apprendre. Et pourtant, les gamins se foutent sur la gueule, c'est mon seau, non, ça m'appelle. Voilà. Alors, une remarque plutôt de Christophe, notamment à la réponse de que pouvons-nous faire concrètement, mettre en pratique concrètement, des espaces de discussion sur la qualité au travail, mais la difficulté, c'est d'accepter de perdre du temps à court terme pour en gagner plus tard. Oui, ça c'est très, 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 très important. Vraiment, c'est très important. Si vous voulez, lorsque des équipes font appel à des coachs professionnels, en fait, le coach va d'abord regarder si les éléments de cohérence sont remplis, et puis après, il va s'attaquer à la cohésion et donc faire travailler par des processus la qualité relationnelle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on va consacrer pendant ce temps-là 90% du temps à cet apprentissage. Et donc, si à un moment donné, il faut passer 90% de l'énergie à apprendre les processus de régulation, quand est-ce que vous bossez? Vous allez dire, quand est-ce que vous produisez? Et donc, en fait, il va falloir considérer que l'apprentissage lui-même est peut-être pas un processus rentable, mais que si on ne l'apprend pas, alors même les processus rentables de production pure vont se gripper.
Et donc, en fait, ce qu'il s'agit de contractualiser avec une entreprise, c'est est-ce qu'on est bien d'accord que ce qu'on va faire, ça sert à rien en termes de processus rentable? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Et donc, moi, quand je contractualise avec un client, je dis, je vous préviens, ce qu'on va faire, ça va servir à rien, mais ça va être indispensable. C'est essentiel, mais ça ne sert à rien. C'est-à-dire, nous, dit autrement, ça ne va pas directement toucher les processus rentables de production, mais c'est indispensable parce que nous allons mettre de l'huile dans les rouages. Or, si vous n'apprenez pas à mettre de l'huile dans les rouages, les engrenages vont chauffer et vous allez couler une bielle. Et donc, c'est indispensable, mais ça ne sert à rien en termes de production. Donc, c'est vraiment important de positionner les choses comme ça. Alors, l'un des problèmes, c'est que parfois, il n'y a pas assez de temps. Et là, on va vous dire, est-ce que tu pourrais nous faire une cohésion d'équipe en une matinée? Ben, t'as qu'à croire. T'as qu'à croire. La matinée, ça va juste nous servir à nous dire bonjour. Et t'es qui, toi? Alors, on va répondre à ça. Ensuite, il va falloir focaliser beaucoup sur l'opérationnel. Et on va pouvoir faire un diagnostic sur le fait que l'opérationnel ne marche pas, soit pour des questions de cohérence, soit pour des questions de cohésion. Cohérence de fonctionnement, on va regarder les 10 points de cohérence et on va regarder ce qui se passe dans la relation. Et puis, on va faire, j'allais dire, un diagnostic en disant, là, la prochaine fois, on arrête de regarder les processus rentables. Moi, je vous fais faire des exercices où je vous emmène au vert et on va marcher. Et je vais vous demander de commencer par garder 10 minutes le silence dans la réunion que je vous propose. Et là, vous les voyez devenir verts, quoi. 10 minutes de silence. Mais c'est épouvantable. Mais oui, parce qu'ils ont tellement l'habitude d'agir que être en silence, ça n'est pas agir. Donc, on va en fait protéger, si vous voulez, des temps qui petit à petit vont émerger comme étant nécessaires. Et donc, si la personne ou l'entreprise vous dit, je te donne une demi-journée, faites avec ce qu'on vous donne. Faites du design to cost, pas du design to need. Vous avez une demi-journée, bah commencez. Mais ne vendez pas n'importe quoi en une demi-journée. Et donc, si la personne dit, je veux de la cohésion d'équipe, faites-moi pour une demi-journée, à la fin de la demi-journée, ils vont dire, ah, bah on se sent mieux, mais on n'a rien résolu. Bah non, il faut y mettre un peu plus de temps. Voilà. Alors, sachez que pour transformer une équipe, ça prend grosso modo 9 mois, c'est-à-dire le temps d'une grossesse. Et plus, pour vraiment transformer les choses, c'est 18 mois. C'est ce qu'on appelle le temps nécessaire pour faire un ajustement d'imago de groupe. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais peu importe. Si vous voulez, à un moment donné, il faut accompagner les gens pour qu'ils acceptent d'être ce qu'ils sont et qu'ils se reçoivent les uns des autres en fonction de ce qu'ils sont, pas en fonction de ce qu'ils devraient être. Et un des grands cauchemars des managers, c'est j'aimerais tellement pouvoir travailler avec eux tels qu'ils devraient être. Et j'en suis réduit à travailler avec des gens tels qu'ils sont. Ben là, lui, il va falloir l'accompagner pour qu'il fasse le deuil de ça. Et donc, en fait, on fait du design to cost en fonction de ce qu'on nous donne. Et petit à petit, la personne dit oui, mais je vais en remanger, oui, mais je vais en reprendre, etc. Donc, l'idée est toujours de sortir de l'opération un coup. Alors que le fantasme du manager, c'est on va minimiser les coûts en faisant qu'un seul coup. Ben, t'as qu'à croire. T'as qu'à croire. C'est pas possible. Mécaniquement, c'est pas possible. Le danger, ce serait que le professionnel de l'accompagnement ait peur de cette frustration que ça génère. Or, quand on ne peut pas faire appel à un professionnel extérieur, qu'est-ce qu'on va prendre? Eh bien, on va prendre un coach interne. Le coach interne, quand il n'y en a pas, ça s'appelle la DRH. C'est-à-dire, c'est l'instance de régulation. Le gros problème, c'est que le métier RH est un métier extrêmement complexe et compliqué où il y a plein de choses de contenu à faire. Et donc, la plupart du temps, les DRH ou les RRH ne sont pas formés eux-mêmes pour conduire ces processus de régulation. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a plein de RRH qui se forment au coaching. Parce qu'en fait, d'un point de vue structurel et organisationnel, les RH sont le département, justement, qui sont l'instance de régulation. C'est-à-dire l'instance à laquelle on va faire appel s'il y a des désaccords qu'on n'arrive pas à résoudre avec le bon sens. Et il y a d'autres entreprises qui ont développé des coachs internes. C'est le cas, par exemple, de Volvo, ça a été le cas de différentes entreprises dans lesquelles moi j'ai travaillé. Mais à un moment donné, les coachs internes ont un gros avantage, c'est qu'ils connaissent la boutique,
Mais le gros inconvénient, c'est qu'ils ne peuvent pas faire ça à plein temps. Le maximum, c'est qu'ils font ça à 30%. Et on leur demande d'être des managers, c'est-à-dire responsables de centres de profit à 70%. Et ils ne peuvent consacrer que 30% du temps, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Et donc, on fait comme on peut avec les moyens qu'on a. L'idée, c'est de se dire que même s'il n'y a pas beaucoup de moyens, avec le désir, on peut changer. Comme disait Françoise Kourilski, passer du désir au plaisir de changer. Et moi, je dis passer de la nécessité de changer au désir de changer. Et donc, parfois, c'est juste une réunion de 2 heures, c'est juste un bouquet groupal, c'est juste un petit bouquet didactique, c'est juste un petit webinaire de rien du tout que je fais en 1 heure et demie comme ça, qui va faire que tout d'un coup, les gens disent « Oh, j'en reprendrai bien un petit bout. » Et voilà. C'est pour ça que je fais ça, moi. C'est juste pour générer du désir. Et puis éventuellement nourrir. Autre question? Tu viens de répondre à celle de Marie-Laure, je pense. Il n'est pas toujours possible de faire appel à un coach externe et le processus de régulation n'est-il pas quotidien quand il y a plusieurs équipes? Bien sûr, il est quotidien, mais il n'y a pas besoin d'être en équipe, il suffit d'être en couple. Enfin, je ne sais pas vous, ou avoir des enfants. Enfin, je ne sais pas vous. Ce que je veux dire, c'est que la plupart du temps, je passe mon temps à réguler, quoi. Et ça devient quelque chose d'extrêmement intéressant. Encore une fois, Abdenour Bidar parle de thématiser. Nous avons à thématiser notre dialogue. Et si on parlait de ça, il y a des petites cartes qui m'ont été données par une personne que je supervise dans un groupe, et c'était les cartes pour apprendre à chérir. Je peux vous dire que c'est formidable, quoi. Vous sortez une petite carte, et puis vous dites à votre amoureux ou votre amoureuse, voilà ce que tu m'apportes. Alors la carte vous pose une question, et c'est assez super ça. Grâce à toi, j'ai pu, et puis vous finissez la phrase. Ce que j'aime particulièrement chez toi, c'est. Je peux vous dire que ces moments de métacommunication et de régulation sont juste, c'est même pas jubilatoire, on gagne en profondeur, on gagne en sécurité, on gagne en intensité relationnelle, etc. Quand vous avez des enfants qui s'engueulent et qui sont petits, prenez-les, vous prenez votre mari ou votre femme, puis il y en a un qui prend l'un ou qui prend l'autre, puis il dit, alors, je te propose d'écrire sur un post-it, c'est moi qui vais écrire parce que tu ne sais pas écrire, 3 qualités que tu trouves à ton frère ou à ta sœur que tu détestes. Voilà, c'est des trucs comme ça. On va faire donc une économie saine des signes de reconnaissance. Et puis ensuite, avec papa et maman, on est là, et puis on fait venir les 2 gamins. Et alors on doit dire, bon voilà ce que j'aime chez toi. Mais putain, pas ce soir, hein. Voilà. Donc on n'est pas en train de dire qu'on a tout résolu. On est en train de passer la dynamique de communication sur autre chose. Parce que de toute façon, je vais le dire très crûment, mais on est toujours le con de quelqu'un. On est toujours le con de quelqu'un. Il suffit que vous preniez votre bagnole, vous conduisez dans les embouteillages et vous découvrez au moins 3 ou 4 personnes qui vont dire mais quel con celui-là, parce que j'ai pas mis mes phares au bon moment, parce que j'ai oublié mon clignotant, parce que j'étais ailleurs, parce que je n'ai pas démarré au feu vert. Voilà. On est toujours le con de quelqu'un. Mais on peut toujours être l'ange de quelqu'un aussi. Posez-vous la question, quels ont été les anges que j'ai rencontrés aujourd'hui, qui ont été mes anges pour moi aujourd'hui? Ceux qui m'ont apporté quelque chose de chouette. Alors, pour la petite histoire, pour les enfants, j'ai fait ça avec mes enfants. Et à un moment donné, mon conjoint qui me dit, faudrait peut-être quand même leur donner aussi des axes de progrès. Non. Oui, c'est possible. Mais donner des axes de progrès à quelqu'un, ça veut dire d'abord qu'ils sont sur plein de coussins de bonnes choses. Voilà. Et puis souvent, donner des axes de progrès à quelqu'un, c'est souvent par rapport à soi, pas tellement par rapport à lui. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Bon, tout ça, ça appartient à la régulation. Tout ça, ce sont des exercices, si vous voulez. Et c'est super drôle à faire. Et donc, ce qui est important, c'est de commencer à réguler quand il n'y a pas de problème. Pas réguler quand il y en a. Et donc, se donner du bon, du bon, du bon. Vous allez sur Internet, vous cherchez les cartes pour chérir, les cartes pour se sentir bien, les cartes pour travailler ses émotions. Il y en a plein.
C'est super chouette, quoi. En fait, globalement, on s'aperçoit que pour devenir un bon régulateur, il faut bien se connaître. Et il faut bien s'aimer. Et donc, moi, je me rends compte que plus ça va, mieux je régule. Pourquoi? Parce que plus ça va, moins je m'envoie des vacheries à la figure, qui sont souvent des bobards à la gomme. Hein. Les vacheries qu'on s'envoie, c'est souvent des méconnaissances, des trucs qui sont tordus. Alors, il ne s'agit pas d'être béatement content de soi, mais en tout cas, vos qualités de régulateur proviennent aussi de la qualité de la relation que vous avez avec vous-même. Une autre petite question pour finir? On en a fini des questions. Maintenant, ce sont plutôt des remerciements. Merci beaucoup. C'est toujours aussi passionnant. Merci Jérôme, superbe webinaire. Je vais Vous êtes laisser la gentil. parole à Igor. Moi, je vous livre juste les résultats du sondage. Donc, 68% des participants qui sont très satisfaits de la conférence. Et puis, tout à l'heure, on avait plus de 60% qui disaient que cette conférence allait être aidante dans leur pratique de manager ou de coach. Alors, j'ai quelques annonces, moi, à vous faire. Alors, sachez que si vous voulez devenir un professionnel de la régulation et du coaching, il y a une promotion qui démarre début juin à Marseille. C'est pas moi qui l'anime, mais c'est d'autres de mes homologues, hein, avec qui ce sont de mes étudiants, enseignants, superviseurs. La prochaine promotion à Lyon démarrera au mois de septembre. Je l'ai reculée, je devais la démarrer au mois de juin, mais je vais la reculer parce que c'est trop compliqué là. je la démarre au mois de septembre, donc n'hésitez pas. La suivante à Paris démarrera vraisemblablement au mois de février 2021. Voilà. Ensuite, vous avez les ateliers. Je fais des ateliers donc sur les relations toxiques les 27 et 28 ou 26 et 27 juin, donc à Lyon. Hein, et c'est un samedi-dimanche. Donc vous pouvez venir. Si vous avez ces spécial confinement, c'est 50% de réduction. Hein, je l'ai fait jusqu'à la fin du mois de juin. Donc, voilà. Ensuite, il y a d'autres ateliers. Un atelier sur les croyances de 3 jours, comment travailler les croyances, les siennes, et surtout comment faire travailler les croyances. Donc ça, c'est plutôt pour des coachs ou toute personne qui a envie de s'intéresser aux croyances. Donc, sachez que à partir de ce soir sera en ligne le webinaire, mais aussi la conférence sur les croyances. Et le webinaire de la semaine prochaine sera justement sur les croyances limitantes. Donc, ceux qui n'ont pas vu encore la conférence, bah, vous pourrez la voir. Et puis, on fera encore un webinaire d'1 h 30 comme ça la semaine prochaine. Alors, un autre atelier que je fais aussi, c'est comment accompagner la prise de décision existentielle. Alors, les prises de décision existentielles, c'est des décisions qui sont très structurantes du style je me marie, je divorce, je rentre dans les ordres, je change de métier, je déménage à l'étranger, je change de région, je change de sexe, enfin ce que vous voulez, quoi, des trucs qui sont un peu lourds, quoi. Et donc, j'ai développé un modèle expert pour aider à la prise de décision, sachant que ce qui est clé dans la prise de décision, ou plutôt dans l'indécision, c'est la peur. Et très souvent, la personne vient à vous en disant « il faut que tu m'aides à prendre cette décision ». En fait, la dynamique est purement et simplement phobique. C'est-à-dire que essayer d'évaluer l'option A, B, C, D, etc. est une perte de temps. C'est important, mais c'est quand même une perte de temps parce que la dynamique de l'indécision, c'est la peur. Donc, tant que vous ne traitez pas la peur, eh ben, ça ne marche pas, quoi. Donc, il faut traiter la peur. Et donc, d'une certaine manière, vous écrivez droit avec un crayon totalement tordu. Ou vous travaillez à un endroit qui n'est pas l'endroit où la personne cherche ses clés. C'est-à-dire vous travaillez au niveau de la peur alors que la personne cherche ses clés dans l'évaluation des options. Donc voilà, je fais pas mal de séminaires comme ça. C'est des séminaires qui sont assez denses. Hein. Je vous rappelle que je ne fais pas dans la nouvelle cuisine. Je suis plutôt cuisine du terroir, moi, avec beaucoup de choses parce que je considère qu'il n'y a pas de risque à avoir trop à manger. Par contre, il y a un risque à avoir pas assez. Donc voilà, vous pourrez trouver toutes ces choses-là comme vous le souhaitez, à la fois sur le site. Et puis, dernier point, je fais à la fois de la supervision dans différentes villes de France, donc Lyon, Aix-les-Bains, Bruxelles et Paris, mais je fais aussi tous les mois de la supervision en ligne Zoom. Donc, si vous voulez venir goûter, hein,
Et ça se passe très bien. Voilà, vous pouvez regarder aussi sur le site. Voilà, il suffit de m'envoyer un mail en disant est-ce que je peux venir une fois pour voir. Et puis, c'est vraiment très simple. Je déteste l'administratif. Donc, un mail et c'est oui ou non en fonction du nombre de places. C'est tout. C'est très, très simple. Et puis après, je vous demande un engagement, mais sur 12 mois glissants, de 5 séances supplémentaires, c'est-à-dire 6 annuelles. Voilà, c'est des choses très simples. Moi, je fais des choses qui ont la vocation d'être simples, mais quand même assez touffues. Voilà. Et puis, je vous rappelle, bien sûr, mes bouquins que vous pouvez toujours acheter. Je vous garantis qu'il y a de la nourriture dedans. Voilà. Un grand merci à vous.